Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre ensemble le roman policier de Gaston Leroux, Le parfum de la dame en noir. Donc retrouvons sans plus attendre notre personnage principal, Joséphin, surnommé Rouletabille. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur ce livre à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Installez-vous confortablement, nous reprenons notre lecture. Mais qu'est-il donc arrivé? Cette chose inouïe, affolante, monstrueuse. Dans le compartiment, la petite porte ouvrant sur le cabinet de toilette était à demi tirée à l'intérieur de ce compartiment, s'offrant au biais et au regard de la personne qui entrait dans le compartiment. Cette petite porte était ornée d'une glace. Or, dans la glace, Maltine venait d'apercevoir la figure de Larsan. Elle se jeta en arrière, appelant à son secours, et fuyant si précipitamment qu'en bondissant hors du wagon, elle tomba à 2 genoux sur le quai. Se relevant, elle arrivait enfin au buffet dans l'état que je vous ai dit. Quand elle m'eut dit ces choses, mon premier soin fut de ne pas y croire d'abord, parce que je ne voulais pas. L'événement était trop horrible. Ensuite parce que j'avais le devoir, sous peine de voir Mathilde revenir folle, de faire celui qui n'y croyait pas. En vérité, je le croyais comme je vous le disais, et il ne faisait point de doute pour moi qu'il n'avait eu dans tout ceci qu'un effet de glace et d'imagination. Je voulus naturellement m'en assurer et je lui offris d'aller immédiatement avec elle dans son compartiment pour lui prouver qu'elle avait été victime d'une sorte d'hallucination. Elle s'y opposa, me criant que ni elle ni moi ne retournerions jamais dans ce compartiment et que du reste, elle se refusait à voyager cette nuit. Elle disait tout cela par des petites phrases hachées. Elle ne trouvait pas sa respiration, elle me faisait une peine infinie. Plus je lui disais qu'une telle apparition était impossible, plus elle insistait sur sa réalité. Je lui dis encore qu'elle avait bien vu Larsan lors du drame de Glandier, ce qui était vrai, et qu'elle ne connaissait pas assez cette figure-là pour être sûre de ne s'être point trouvée en face de l'image de quelqu'un qui lui ressemblait. Elle me répondit qu'elle se rappelait parfaitement de la figure de Larsan, et que celle-ci lui était apparue dans 2 circonstances telles qu'elle ne l'oublierait jamais, dût-elle vivre 100 ans. Une première fois lors de l'affaire de la galerie inexplicable, et la seconde dans la minute même où, dans sa chambre, on était venu m'arrêter. Et puis maintenant qu'elle avait appris qui était Larsan, ce n'était point seulement les traits du policier qu'elle avait reconnus, mais derrière cela le type redoutable de l'homme qui n'avait cessé de la poursuivre depuis tant d'années. Ah, elle jurait sur sa tête et sur la mienne qu'elle venait de voir Ballmeyer, que Ballmeyer était vivant dans la glace, avec sa figure rase de Larsan, toute rase et son grand front dénudé. Elle s'accrochait à moi comme si elle fût redoutée une séparation plus terrible encore que les autres. Elle m'avait entraînée sur le quai, et puis tout à coup elle me quitta, en se mettant la main sur les yeux, et elle se jeta dans le bureau du chef de gare. Celui-ci fut aussi effrayé que moi de voir l'état de la malheureuse. Je me disais, elle va redevenir folle. J'expliquai au chef de gare que ma femme n'avait eu peur, toute seule de son compartiment, que je le priais de veiller sur elle pendant que je me rendais dans le compartiment moi-même pour tâcher de m'expliquer ce qui l'avait effrayée ainsi. Alors, mes amis, continua Robert Darzac, je suis sortie du bureau du chef de gare, mais j'en étais pas plus tôt sortie que j'y rentrais. Refermant sur nous la porte précipitamment, je devais avoir une mine singulière, car le chef de gare me considéra avec une grande curiosité. C'est que moi, aussi, je venais de voir Larsan. Non, ma femme n'avait pas réveillé tout éveillé. Larsan était là, dans la gare, sur le quai derrière cette porte. Ce disant, Robert Darzac se tut un instant, comme si le souvenir de cette vision personnelle lui ôtait la force de continuer son récit.
Il se passa la main sur le front, poussa un soupir et reprit. Il y avait devant la porte du chef de gare un bec de gaz, et sous le bec de gaz, il y avait Larsan. Évidemment, il nous attendait, il nous guettait. Et chose extraordinaire, il ne se cachait pas. Au contraire, on eût dit qu'il se tenait là uniquement pour être vu. Le geste qui m'avait fait refermer la porte devant cette apparition était purement instinctif. Quand je rouvris cette porte, décidé à aller droit au misérable, il avait disparu. Le chef de garde croyait avoir affaire à deux fous. Mathilde me regardait agir sans prononcer une parole, les yeux grands ouverts comme une somnambule. Elle revient à la réalité des choses pour s'enquérir s'il y avait loin du bourg à Lyon et quel était le prochain train qui s'y rendait. En même temps, elle me priait de donner des ordres pour nos bagages et elle me demandait de lui accorder que nous irions rejoindre son père le plus tôt possible. Je ne voyais que ce moyen de la calmer et, loin de faire une objection quelconque à ce nouveau projet, j'entrai immédiatement dans ses vues. Du reste, maintenant que j'avais vu Larsan, de mes propres yeux, oui, de mes propres yeux bien vus, je sentais bien que notre grand voyage était devenu impossible, et faut-il vous l'avouer, mon ami, ajouta Darzan en se tournant vers Rouletabille, je me pris à penser que nous courions désormais un réel danger, un de ces mystérieux et fantastiques dangers dont vous seuls pourriez nous sauver, s'il était encore temps. Mathilde me fut reconnaissante de la docilité avec laquelle je pris immédiatement toutes les dispositions pour rejoindre sans plus tarder son père, et elle me remercia avec une grande effusion quand elle sut que nous allions pouvoir prendre quelques minutes plus tard. Car tout le drame avait à peine duré un quart d'heure. Le train de 9h29 qui arrivait à Lyon à 10h environ, et en consultant l'indicateur des chemins de fer, nous constations que nous pouvions aussi rejoindre à Lyon même M. Stangerson. Mathilde n'en marqua encore une grande gratitude, comme si j'avais été réellement responsable de cette heureuse coïncidence. Elle avait reconquis un peu de calme quand le train de 9h29 arriva en gare. Mais, au moment d'y prendre place, comme nous traversions rapidement le quai et que nous passions justement sous le bec de gaz où m'était apparu Larsan, je la sentis encore défaillir à mon bras, et aussitôt, je regardai autour de nous, mais je n'aperçus aucune figure suspecte. Je lui demandai si elle avait encore vu quelque chose, mais elle ne me répondit pas. Son trouble cependant augmentait, et elle me supplia de ne point nous isoler, mais d'entrer dans un compartiment déjà aux 2/3 plein de voyageurs, sous prétexte d'aller surveiller mes bagages. Je la quittai un instant au milieu de ces gens, et j'allai jeter au télégraphe la dépêche que vous avez reçue. Je ne lui ai point parlé de cette dépêche parce que je continuais à prétendre que ses yeux l'avaient certainement trompée, et parce que pour rien au monde, je ne voulais paraître ajouter foi à une pareille résurrection. Du reste, je constatai, en ouvrant le sac de ma femme, qu'on n'avait pas touché à ses bijoux. De rares paroles que nous échangeâmes commencèrent le secret que nous devions garder sur tout ceci vis-à-vis de M. Stangerson, qui en aurait conçu un chagrin peut-être mortel. Je passe sur la stupéfaction de celui-ci en nous découvrant sur le quai de la gare de Lyon. Mathilde lui raconta qu'à cause d'un grave accident sur le chemin de fer barrant la ligne de Culose, nous avions décidé, puisqu'il fallait nous résoudre à un détour, de la rejoindre et d'aller passer quelques jours chez lui, chez Arthur Rance et sa jeune femme, comme nous avions été priés instamment, du reste, par ce fidèle ami de la famille. À ce propos, il serait peut-être temps d'apprendre au lecteur, quitte à interrompre un instant le récit de M. Darzac, que M. Arthur William Rance, qui était un jeune qui, comme je l'ai rapporté dans le mystère de la chambre jaune, avait nourri pendant de si longues années un amour sans espoir pour mademoiselle Stangerson. Et y avait si bien renoncé qu'il avait fini par convoler en justes noces avec une jeune américaine qui ne rappelait en rien la mystérieuse fille de l'illustre professeur. Après le drame de Glandier,
Et pendant que mademoiselle Stangerson avait encore retenu dans une maison de santé des environs de Paris, où elle achevait de se guérir, on apprit un beau jour que M. Arthur William Rance allait épouser la nièce d'un vieux géologue de l'Académie des sciences de Philadelphie. Ceux qui avaient connu sa malheureuse passion pour Mathilde et qui en avaient mesuré toute l'importance jusque dans les excès qu'elle détermina, elle avait pu faire un moment d'un homme, jusqu'à ce jour sobre de sens rassis, un alcoolique. Ceux-là prétendirent que Rance se mariait par désespoir et n'augurèrent rien de bon d'une union aussi inattendue. On racontait que l'affaire, qui était bonne pour Arthur Rance, car Miss Edith Prescott était riche, s'était conclue d'une façon assez bizarre. Mais ce sont là des histoires que je vous raconterai quand j'aurai le temps. Vous apprendrez alors aussi par quelle suite de circonstances les Rance étaient venus se fixer au Rocher Rouge, dans l'antique château fort de la presqu'île d'Hercule, dont il s'était rendu fort autonome, précédent propriétaire. Mais maintenant, il faut rendre la parole à M. Darzac, continuant de raconter son étrange voyage. Quand nous eûmes donné ces explications à M. Stangerson, narra notre ami, ma femme et moi vîmes bien que le professeur ne comprenait rien à ce que nous lui racontions, et qu'au lieu de se réjouir de nous revoir, il en était tout attristé. Mathilde essayait en vain de paraître gaie. Son père voyait bien qu'il s'était passé, depuis que nous l'avions quitté, quelque chose que nous lui cachions. Elle fit celle qui s'en apercevait pas et mit la conversation sur la cérémonie. Du matin, ainsi vint-elle à parler de vous, mon ami, et alors que j'ai saisi l'occasion de faire comprendre à M. Stangerson que, puisque vous ne saviez que faire de votre congé, dans le moment que nous allions nous trouver tous à Menton, vous seriez très touché d'une invitation qui vous permettrait de le passer parmi nous. Ce n'est pas la place qui manque au Rocher Rouge. Et M. Arthur Rance et sa jeune femme ne demandent qu'à vous faire plaisir. Pendant que je parlais, Mathilde m'approuvait du regard et ma main, qu'elle pressa avec une tendre effusion, me dit la joie que ma proposition lui causait. C'est ainsi qu'en arrivant à Valence, je pus mettre au télégraphe la dépêche que M. Stangerson, à mon instigation, devait écrire et que vous avez certainement reçue. De toute la nuit, vous pensez bien que nous n'avons pas dormi. Pendant que son père reposait dans le compartiment à côté de nous, Mathilde avait ouvert mon sac et en avait tiré un revolver. Elle l'avait armé, me l'avait mis dans ma poche de mon palot et m'avait dit « Si on nous attaque, vous nous défendez. » Ah, quelle nuit, mon ami, quelle nuit nous avons passée. Nous nous tassions, nous trompons mutuellement, faisant ceux qui sommeillaient les paupières closes dans la lumière, car nous n'osions pas faire de l'ombre autour de nous. Les portières de notre compartiment fermées au verrou, nous redoutions encore de le voir apparaître. Quand un pas se faisait entendre dans le couloir de nos cœurs blondissés, il nous semblait reconnaître, non pas son pas, et elle avait masqué la glace, de peur d'y voir surgir encore son visage. Nous avait-il suivis? Avions-nous pu le tromper? Lui avions-nous échappé? Était-il monté dans le train de Culose? Quant à moi, je ne le pensais pas. Et elle, je la sentais silencieuse et comme morte. Là, dans son coin, je la sentais affreusement désespérée, plus malheureuse encore que moi-même, à cause de tous les malheurs qu'elle traînait derrière elle comme une fatalité. J'aurais voulu la consoler, la réconforter, mais je ne trouvais point les mots qu'il fallait sans doute, car au premier que je prononçai, elle me fit un signe désolé, et je compris qu'il serait plus charitable de me taire. Alors, comme elle, je fermai les yeux. Ainsi parla M. Robert Darzac, et ceci n'est point une relation approximative de son récit. Nous avions jugé, Rouletabille et moi, cette narration si importante que nous fûmes d'accord à notre arrivée à Menton, pour la retracer aussi fidèlement que possible. Nous nous y employâmes tous les deux, et, notre texte à peu près arrêté, nous le soumîmes à M. Robert Darzac,
qui lui fit subir quelques modifications sans importance, à la suite de quoi il se trouva tel que je le rapporte ici. La nuit du voyage, M. Stangerson et M. et Mme Darzac ne présenta aucun incident digne d'être noté. En gare de Menton-Gare-Avant, ils trouvèrent M. Arthur Rance, qui fut bien étonné de voir les deux nouveaux époux, mais quand il sut qu'il avait décidé de passer chez lui quelques jours aux côtés de M. Stangerson et d'accepter ainsi une invitation que M. Darzac, sous différents prétextes, avait jusqu'alors repoussée, il se réjouit d'apprendre la prochaine arrivée de Rouletabille. M. Arthur Rance n'avait pas été sans souffrir de l'extrême réserve avec laquelle, même, depuis son mariage avec Miss Edith Prescott, M. Robert Darzac l'avait toujours traité. Lors de son dernier voyage à San Remo, le jeune professeur à Sorbonne s'était borné en passant à une visite au château d'Hercule faite sur le ton le plus cérémonieux. Cependant, quand il avait revu la France en gare de Menton-Gare-Avant, la première station après la frontière, il avait été salué, très cordialement et gentiment complimenté sur sa meilleure mine par les Rance, qui, avertis du retour de Darzan par les Stangerson, s'était empressé d'aller le surprendre au passage. En somme, il ne dépendait point d'Arthur Rance que ses rapports avec les Darzac devinssent excellents. Nous avons vu comment la réapparition de Larsan en gare de Bourg avait jeté bas tous les plans de voyage de M. et Mme Darzac et aussi avait transformé leur état d'âme, leur faisant oublier leurs sentiments de retenue et leur circonscription vis-à-vis de Rance et les jetant avec M. Stangerson qui n'était averti de rien, bien qu'il commençât à se douter de quelque chose chez les gens qui ne leur étaient point sympathiques, mais qu'ils considéraient comme honnêtes et loyaux et susceptibles de les défendre. En même temps, ils appelaient Rouletabille à leur secours. C'était une véritable panique. Elle grandit d'une façon les plus visibles chez M. Robert Darzac, quand, arrivés en gare de Nice, nous fûmes rejoints par M. Arthur Rance lui-même. Mais avant qu'il nous rejoignît, il se passa un incident que je ne saurais passer sous silence. Aussitôt arrivé à Nice, j'avais sauté sur le quai et je m'étais précipité au bureau de la gare pour demander s'il n'y avait point là une dépêche à mon nom. On me tendit le papier bleu et sans l'ouvrir, je courus retrouver Rouletabille et M. Darzac. « Lisez, dis-je au jeune homme. » Rouletabille ouvrit la dépêche et lut. Brignoles, pas quitté Paris depuis le 6 avril, certitude. Rouletabille me regarda et pouffa. « Ah, ça, fit-il, c'est vous qui avez demandé ce renseignement ? Qu'est-ce que vous avez donc cru ? C'est à Dijon, répondis-je, assez vexé de l'attitude de Rouletabille, que l'idée m'est venue. Que Brignoles aurait pu être quelque chose dans les malheurs que font prévoir les dépêches que vous aviez reçues. Et j'ai prié un de mes amis de bien vouloir me renseigner sur les faits et gestes de cet individu. J'étais très curieux de savoir s'il n'avait pas quitté Paris. « Eh bien, répondit Rouletabille, vous voilà renseigné, vous ne pensez pourtant pas que les traits palos de votre Brignole cachaient Larsan ressuscité. »« Ça, non !» m'écriai-je avec une entière mauvaise foi, car je me doutais que Rouletabille se moquait de moi. La vérité était que j'y avais bien pensé. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à très vite.